L'invité politique du jeudi, Nadège Puljac-Hermann. Nadège Puljac-Hermann qui reçoit aujourd'hui Philippe Vigier, député de la 4e circonscription d'Eure-et-Loir et chef des députés UDI. Nadège, monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur le député. Alors les attentats de Bruxelles ont fait 31 morts et plus de 270 blessés. C'est un bilan provisoire, comme vous le savez. Vous avez écrit sur votre compte Twitter avant-hier « Ce qu'on redoutait depuis longtemps est arrivé ». C'est une forme de fatalisme ? Non, je crois que c'est un constat malheureusement partagé par beaucoup. On sait que l'Europe est une destination qui est particulièrement visée par tous les terroristes. On sait que beaucoup de foyers de djihadistes existent en Belgique. On sait aussi que la coopération policière étant à l'heure actuelle totalement insuffisante, eh bien, les premières... La coopération policière en Europe, entre pays européens ? Et même dans le monde. D'ailleurs, c'est une demande que nous formulons. Je l'avais dit à Versailles au lendemain des attentats du Bataclan. Il était indispensable et urgent qu'on fasse deux choses. La première, une co-instruction de tous les dossiers en matière de terrorisme entre tous les pays de l'Union européenne. Vous voyez qu'il y a une véritable convergence des fichiers de police. Visiblement, il y a un problème puisqu'on apprend que c'est la même bande qui a fait le Bataclan, qui a fait l'attentat à Bruxelles. Et en plus, on a mis 4 mois à l'arrêter, ce fameux Abdeslam à Molenbeek. Donc, il n'y a pas beaucoup de coopération. En tout cas, elle est insuffisante. Je l'avais réclamé une fois de plus dans ce discours de Versailles. Je vous rappelle qu'il y a d'ailleurs le ministre de l'Intérieur lui-même, Bernard Cazeneuve, il y a 6 semaines à Bruxelles, a dit il est urgent que l'on coopère. Et vous savez, ces fameux fichiers S, les mêmes qui ont fait les attentats du Bataclan, ils avaient été contrôlés 3 fois, je dis bien 3 fois, en France, mais on n'avait pas les informations parce qu'ils étaient fichés S, comme vous le savez, en Belgique, et on n'avait pas les infos. Et la deuxième chose qui est indispensable, c'est que l'on puisse avoir un parquet judiciaire européen. Regardez toute cette polémique pour l'extradition d'Abdeslam. Est-ce qu'il faut attendre 3 mois, 6 mois, son avocat disant « Je veux bien qu'il coopère, mais en aucun cas je veux qu'il soit extradé ». Non, l'Union européenne, ça ne peut pas être uniquement un espace de liberté pour la circulation des hommes et la circulation des marchandises. Ça doit être aussi une coopération judiciaire, une coopération de police, parce qu'on voit bien que face au terrorisme, il n'y a qu'une solution, être unis, être efficace. Oui, alors tout ça, bien sûr, tout ce que vous dites, on l'entend bien. Ça fait d'ailleurs des mois et des mois qu'on l'entend depuis notamment Charlie Hebdo et l'Hypercacher en janvier 2015. Alors vous parlez des fichiers S. Après ces 2 attentats en janvier donc l'année dernière, on nous disait vous allez voir ce que vous allez voir, maintenant on va coopérer. On a quand même l'impression d'être devant un sacré échec. C'est un échec. Je vous dis les choses clairement, c'est un échec. Quand est-ce qu'on aura cette agence européenne du renseignement ? Regardez juste le sujet du PNR. Le PNR, c'est quoi ? C'est le fameux fichier de tous celles et tous ceux qui prennent l'avion à l'échelle européenne. Le Parlement européen n'a toujours pas inscrit à son ordre du jour ce dossier sur le PNR. Pourquoi ? Parce que des députés socialistes français, européens, des députés écologistes français européens s'y opposent. Et que le Front National, d'ailleurs, y est opposé. Les Français doivent savoir ça. Alliance contre nature. Alliance contre nature, mais on voit une fois de plus au pied du mur qui veut tout faire pour la sécurité et qui dit voilà, il y a les mots et après il y a les actes. Vous avez raison de souligner combien faudra-t-il d'attentats encore pour que enfin ce que nous demandons, cette coopération policière, l'extradition dont je parlais tout à l'heure qui se fasse dans les mêmes conditions. Parce que ça, c'est inacceptable dans l'espace Schengen, il y a des conditions d'extradition différentes, et puis il n'y a plus de place pour dire c'est le secret de telle police, c'est le secret de telle autre. Non, il faut des fichiers totalement partagés. C'est le seul moyen de lutter contre ces terroristes qui ont montré une telle détermination à Bruxelles. Aller frapper dans une gare, aller frapper dans une station de métro, ça veut dire qu'on veut tuer des innocents. Pour moi, c'est inacceptable. Alors, vous parliez de Michel Sapin, justement, notre ministre des Finances. Il a reproché aux autorités belges une forme de naïveté, je mets naïveté entre guillemets, et Alain Marceau, l'ex-juge antiterroriste, avait critiqué les services de renseignement belges quelques jours plus tôt, puisque, comme on le disait tout à l'heure, ils ont mis 4 mois à capturer Salah Abdeslam Molenbeek. Est-ce que vous partagez ces critiques ? Est-ce que vous acceptez le mot naïveté ? On a parlé d'échec tout à l'heure. Naïveté. Oui, naïveté et démantèlement d'ailleurs. Si vous regardez un peu plus les choses, il y a eu des très bons articles qui sont sortis dans la
la presse hier, qui expliquait que en Belgique, depuis une vingtaine d'années, on a plutôt démantelé les services de renseignement en matière de police, plutôt que de les avoir confortés. Oui, il y a une naïveté de l'ensemble des dirigeants, et je crois que la France a fait des efforts, mais une fois de plus, de l'ensemble des dirigeants, on parle de qui là? Vous parlez des responsables politiques dans tous les pays d'Europe. Mais la France a pris un certain nombre de décisions. D'ailleurs, moi, je vais vous dire très librement, président d'un groupe UDI, j'ai soutenu le gouvernement sur cette unité nationale, sur cette volonté de coopération, sur ces lois, sur le renseignement qui a été voté il n'y a pas longtemps. Mais ça ne suffit pas. Ils sont hyper armés, hyper informés, ils ont les nouvelles technologies dans les mains, tous ces terroristes. Il faut avoir conscience de cela. Ça, c'est le traitement curatif, et puis il y a le préventif. Il faut lutter contre ces réseaux djihadistes. Parce que si on ne va pas attaquer le mal à la racine, on ne s'en sortira pas. Car c'est une guerre totale. Parce qu'ils veulent casser nos républiques, casser ces démocraties. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors dites-nous concrètement, parce que ça, ce sont des mots qu'on entend beaucoup chez les responsables politiques. Guerre totale, à la racine. J'entendais ce matin à la radio le maire de Sevran, chez nous justement, qui disait de façon un petit peu curieuse, que moi je trouve curieuse en tous les cas, étonnant en tous les cas, qu'il y avait chez lui 8 imams à qui on apprenait le français. Donc au détour d'une conversation, on apprend comme ça qu'il y a 8 imams en Seine-Saint-Denis, enfin dans cette ville de Sevran en tous les cas, qui ne parlent pas le français, je crois. On nous avait dit que c'était interdit. Ben oui, c'est inacceptable. C'est-à-dire qu'il y a encore des failles. S'il n'y avait pas de failles, il n'y aurait pas d'attentat, il n'y aurait pas, comme cela, ce risque terroriste dont on nous dit qu'il est maximum. Tous les 15 jours, le ministre de l'Intérieur nous explique que la situation en France est extrêmement tendue, comme elle est en Europe. Vous savez, au-delà des mots, je crois avoir dit un certain nombre de choses fortes que je veux bien répéter devant vous. Tout ce prosélytisme sur Internet, quand est-ce qu'on arrête ? Quand est-ce qu'on arrête ? Quand est-ce qu'on coupe cette diffusion d'informations appelant au djihad, à l'intégrisme ? Deuxième chose... Alors, c'est-à-dire qu'il faut interdire certains sites. Absolument. Moi, je suis pour interdire certains sites. On ne peut pas faire des appels à la violence. Le pays est fragile. Les démocraties sont fragiles. Tous ces hommes et ces femmes qui ont emprunté cette voie du djihadisme et qui partent, parce qu'il y a quand même près de 2000 jeunes Français qui sont partis en Syrie, en 2015, près de 2000, on sait qu'il y en a 500 qui sont morts, et ceux qui reviennent, il faut les surveiller, il faut savoir où ils sont, il faut qu'ils soient assignés à résidence. Vous savez, la démocratie, elle a un prix. Le prix aussi, c'est que ces gens-là, dont on sait très bien qu'ils sont là que pour tuer, eh bien moi, je ne souhaite pas qu'ils puissent être dans la nature sans qu'on sache parfaitement, à tout moment, où est-ce que l'on peut les voir et les trouver. En France, on a aussi des Molenbeek, pardon. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Molenbeek. Je pense pas que ce soit au niveau de ce qui se passe en Belgique à Molenbeek, en effet. Il y a eu, une fois de plus, une certaine naïveté des Belges quand on sait ce qui se passe à Molenbeek depuis de longues années. Ça fait 20 ans qu'on sait qu'à Molenbeek, c'est un repère de djihadistes. Voilà, la police belge n'a pas pris à l'époque la dimension, et pas encore d'ailleurs la dimension de ce drame de l'État islamique qui veut une fois de plus casser. Mais chez nous en France. Écoutez, moi je suis pas, j'ai pas d'abord tous les éléments d'information. Il y a des poches dont on sait qu'elles sont connues des services de police. En tout cas, il n'y a pas l'espace de liberté pour faire en sorte qu'on laisse quelque risque que ce soit là-dessus. Et là-dessus, d'ailleurs, il doit y avoir une union politique la plus forte possible. On ne peut pas se partager sur de telles questions. On ne peut pas se diviser sur de telles questions. C'est des questions qui sont au centre des responsabilités que doivent exercer les autorités de l'État. Et pour moi, c'est pour ça que nous avons été toujours, les UDI en particulier, très solidaires de ce qui se passe dans ce pays. Vous savez, les attentats, moi je suis quelqu'un qui a été marqué par les attentats. 1985, la rue de Rennes. Je faisais mon service militaire au Val-de-Grâce et je fais partie de ceux qui ont transfusé les victimes d'attentats. Quand vous avez connu ça, 30 ans plus tard, oui, 85, la rue de Rennes, moi je n'ai pas oublié. Donc c'est pas nouveau le terrorisme. Le terrorisme, il existait déjà il y a 30 ans, il existait il y a 20 ans, il existait il y a 10 ans, et il existera probablement dans 10 ans. C'est pour ça que je dis que lorsqu'on a tous les moyens d'investigation dont on dispose maintenant, avec le numérique, avec cette traçabilité qu'on n'avait pas il y a quelques années, eh bien, on ne doit rien laisser de côté. Moi, j'ai une pensée, vous voyez, il y a 40 nationalités qui ont été touchées en Belgique. On est dans l'identification des corps. Il y a 4 personnes dont on connaît l'identification à l'heure où je vous parle. Imaginez, pour tous ceux qui sont blessés, qui sont mutilés, ceux qui ont perdu un proche, tous ceux dont on ne sait pas si oui ou non ils ont été atteints dans cet attentat. Imaginez le drame pour ces familles. Tout cela, ça résonne dans ma tête.
Pourquoi est-ce qu'on en est là? Quel raté il y a eu dans l'intégration en France pour que une partie des immigrés, chez une partie, je dis bien des immigrés, pour que leurs enfants aujourd'hui prennent les armes contre leur pays, la France, contre leurs compatriotes, les Français? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que on a péché? On a péché. Je parlais des sites internet parce que comment ces garçons, ces jeunes filles de 15 ans, 16 ans. Non, mais c'est un des éléments. Pardonnez-moi, mais il n'y a pas des intégristes salafistes au coin de chaque rue. Comment ont-ils accès à l'information? Comment, à un moment déstabilisés qu'ils sont dans leur adolescence, parce que moi j'insiste beaucoup sur ces jeunes, c'est un phénomène quand même très, très grave. Vous avez 15 ans, vous avez 16 ans. Et puis vous dites tout d'un coup, dans ce pays, la France, dans lequel j'ai vu, qui est pourtant une immense démocratie, je n'ai pas de repères, je n'ai pas de valeurs, je ne vois pas un avenir. Et j'emprunte cette voie. C'est peut-être là où on a péché, justement, c'est qu'on n'a pas été capable de leur faire voir où était l'avenir. Il y a l'école qui est un sujet qu'il faut remettre au cœur, je crois, de la vie de chacun. On sait très bien que c'est à l'école que tout se décide dans les premières années. C'est entre 5 et 8 ans. Entre l'âge de 5 et 8 ans, qu'il y a déjà une immense évolution des enfants, des petits garçons et des petites filles, et c'est là où ils commencent à se former, et là il y a déjà des situations d'échec scolaire qui se passent, il y a des familles déstructurées qui font que certains sont à la recherche de repères. Ensuite, il y a aussi, il faut le savoir, tous ces prosélytines, tous celles et tous ceux qui leur expliquent qu'en allant faire le djihad, en partant là-bas, eh bien ils vont servir l'intégrisme d'une religion quelquefois, et quelquefois ils vont trouver une voie d'épanouissement. Donc il faut des cellules de déradicalisation, il y en a qui se mettent en place, il y a des psychologues qui sont spécialisés sur ces questions-là. C'est un phénomène grave dont il faut prendre toute la dimension. On est passé grosso modo de un peu plus d'1 millier de jeunes qui sont partis en Syrie il y a simplement 3 ans, nous sommes à 2000. Donc c'est un phénomène qui se développe. Et ça, c'est la nation tout entière, mais pas que la nation. Moi qui suis profondément européen, ce qui se passe chez nos compatriotes belges, pour lesquels j'ai une pensée émue, il n'y a pas de place pour l'absence de coopération. Il n'y a pas de place pour qu'on n'ait pas les mêmes moyens de lutte contre cet intégrisme qui conduit à tous ces attentats qui ne s'arrêteront pas, je le dis encore. C'est pas uniquement légiférer, ce n'est pas uniquement mettre 40 ans de peine de sûreté, c'est pas simplement cela. C'est lutter le mal à la racine. Tout à l'heure, vous m'interpelliez là-dessus. Vous voyez, c'est ça, c'est l'école. C'est aussi l'université, il faut faire attention. C'est aussi les lieux de travail où il peut y avoir des prosélytismes de toute nature. Tu sais, il y a des gens qui, quelque part, intellectuellement, sont disponibles pour justement, suivre. parlant de lieu de travail, il y a un article du projet de loi de Mme El Khomri, qui est examiné aujourd'hui en Conseil des ministres, qui évoque la liberté de pratiquer sa religion sur son lieu de travail. On est en plein dedans. Qu'est-ce que vous en pensez de cet article de loi? Je suis opposé. Je suis opposé. Voilà, tout simplement. Vous la voterez, la loi El Khomri? Écoutez, la seule loi El Khomri, je vous la fais très courte. Il y avait un certain nombre d'avancées pour faire en sorte que, bref, ce pays retrouve un peu plus la croissance et l'emploi. Tout ce qui permettait d'aller dans le bon sens a été quasiment supprimé pour faire plaisir aux syndicats. Et un de vos confrères titrait ce matin, plus personne n'en veut plus. La pauvre ministre, à peine le texte est-il présenté au Conseil des ministres que tout le monde dit non. Et ce soir, en plus, vous savez qu'il y a le grand bonheur qu'elle a ce soir à 18h. Elle annonce le chiffre du chômage. Et il y a un peu. Pour elle, je crois que c'est plutôt un chemin de croix. C'est-à-dire que les chiffres, vous avez peut-être des nouvelles, vont être mauvaises ce soir? Non, je ne suis pas informé. Je vais vous dire une chose. On aura peut-être une moi, j'appelle pas au malheur. Je souhaite que le chômage s'améliore, qu'il y ait moins d'hommes et de femmes qui soient dans la difficulté lorsqu'on est au chômage. Vous écoutez RCJ, l'interview politique du jeudi. Nadège Puljac-Hermann qui reçoit aujourd'hui Philippe Vigier, député de la 4e circonscription d'Eure-et-Loir et chef des députés UDI. Eh bien, Monsieur Vigier, on va aborder un tout autre sujet, celui de la primaire pour 2017, qui va vous passionner tout autant, j'en suis sûr. Alors, il y a quelques jours, on parlait de la primaire de la droite et du centre. Et puis voilà, vous les centristes, vous avez dit non, on ne participera pas à cette primaire. C'est plus du tout une primaire de la droite et du centre. Dans ce cas-là, c'est une primaire de la droite. Est-ce que c'est un non définitif? Écoutez, c'est très simple. Il y a pratiquement 2 mois, Jean-Christophe Lagarde, qui est président de l'UDI, a rédigé une lettre qu'il a envoyée à Nicolas Sarkozy, le patron des Républicains. Je tiens à préciser que l'ensemble des responsables de l'UDI, l'ensemble, Hervé Morin, Laurent Hénard, Hervé Marseille, votre serviteur, bref, et François Zocchetto, le président du groupe au Sénat, nous avons tous dit la même chose dans ce courrier. Nous sommes d'accord pour faire une primaire ouverte de la droite et du centre. Pour 2 raisons. La première, c'est que nos électeurs nous disent « Arrêtez de vous diviser ».
Trouvez les moyens de vous unir. Et la seconde raison, c'est que moi, j'ai pas envie que mon pays continue avec le socialisme, et on voit ce que ça donne, M. Hollande, depuis 4 ans au pouvoir, et que s'il y a plusieurs candidatures de la droite et du centre, il risque d'y avoir en France le 21 avril à l'envers. Vous vous souvenez, le 21 avril à l'envers, c'est Lionel Jospin battu le soir du premier tour des présidentielles et Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Parce que la gauche était divisée. Donc, nous avons écrit à Nicolas Sarkozy, lui avons dit 4 choses. Nous sommes d'accord pour qu'il y ait une primaire ouverte de la droite et du centre. Ouverte, ça veut dire pas simplement les militants des partis politiques, mais le peuple de droite et du centre. Toutes celles et tous ceux qui veulent que ça change, qui se retrouvent dans les valeurs que Alors nous qu'est-ce qui portons. s'est passé? Eh bien, il s'est passé simplement que nous avons demandé 4 choses, qu'il y ait un accord législatif, un accord de gouvernement, qu'on ait un accord sur des valeurs. Par exemple, on parle beaucoup d'Europe. Qu'on soit d'accord sur quelle Europe on veut dessiner dans les prochaines années. Et bien pour le moment, on n'a pas eu de petit courrier de réponse du président Sarkozy nous disant on se rend compte et on voit comment on peut s'entendre. Alors, ça c'était il y a quelques jours, donc nous avons simplement eu un congrès à Versailles dimanche dernier où très clairement, majoritairement on a dit, puisque les conditions ne sont pas réunies avec les Républicains pour qu'il y ait une primaire de la droite et du centre, mais pour le moment on ne va pas dans la primaire. Moi, je suis de ceux qui, depuis le début, le président du groupe qui vous parle, l'UDI qui s'est constitué et qui a permis de réaliser l'UDI, cette grande famille politique maintenant, qu'il faudra s'entendre. C'est une exigence. Donc les Républicains doivent l'entendre et nous sommes... Donc cette lettre alors, vous n'avez toujours pas de réponse? On n'a pas de réponse, mais nous avons quand même quelques messages. Et alors, c'est quoi ces messages? Il y a toujours des messagers. C'est Alain Juppé qui nous a envoyé un courrier pour nous dire qu'il était prêt à discuter avec nous. C'est François Fillon. François Fillon qui discute d'ailleurs avec vous. Qui discute avec nous, mais que j'ai vu d'ailleurs la semaine dernière. Puisque moi, et Nicolas Sarkozy dit quoi? L'ensemble... C'est lui le patron des Républicains. L'avantage d'être président d'un groupe, c'est que je vois l'ensemble des candidats à la présidentielle, des candidats à la primaire, de la droite et du centre, une dizaine, vous voyez, donc ça fait beaucoup, mais en tout cas, je les vois tous en leur délivrant le même message. Si nous voulons gagner le pouvoir, c'est pour créer une alternance qui gagne, c'est pour que l'on soit courageux dans les réformes, c'est pour qu'on mette ce pays à nouveau sur les rails et qu'on fasse pas de la demi-mesure. Enfin, vous voulez bien aller à la primaire à condition qu'on vous promette des postes, en gros, c'est ça? Non, pas du tout. Je traduis ça de façon peut-être un peu triviale, mais enfin, c'est la réalité. Mais c'est votre rôle de le traduire de façon brutale. Non, simplement, ce que je veux pas, c'est revivre 2007-2012. 2007-2012, je rappelle que les centristes étaient dans la majorité. Non mais la droite vous a gâté par exemple pour les régionales. Je sais que vous personnellement vous n'avez pas eu de chance parce que vous n'avez pas été élu. Mais c'est pas un problème de gâter, je termine. 2007-2012, qu'est-ce qui s'est passé? L'UMP était au pouvoir avec les centristes. Mais nous étions un petit groupe parlementaire. Donc on ne pesait pas dans les vraies décisions. Lorsqu'il y a eu le combat, un seul exemple que je vous donne. Vous savez, cette TVA compétitivité, encore TVA sociale, bref, comment donner plus de compétitivité aux entreprises. Nos propositions ont toujours été balayées pour être prises plus tard. Malheureusement, notre famille politique, on pose souvent les bons diagnostics, mais les mesures viennent qu'après. Alors il ne s'agit pas de récompense ni de bricolage. Il ne s'agit pas de récompense. C'est simplement le fait que les Républicains seuls ne gagneront pas et nous seuls nous ne gagnerons pas. Alors, il y a quand même une possibilité pour que vous changiez encore d'avis. Non, c'est ainsi un poids politique que nous représentons, un courant de pensée dans le pays, et cette union forte de la droite et du centre est seule en capacité de rassembler. Donc pour revenir à ma question, j'insiste, quand je vous dis vous pouvez encore changer d'avis, ce n'est pas un non définitif, vous me répondez... Je vous réponds oui. On ne changera pas d'avis, on évoluera, et moi je suis favorable, je ferai tout, je vous le dis ce matin, je ferai tout pour qu'on réussisse cette primaire de la droite et du centre. Simplement, on n'est pas en train de faire la négociation des postes, pas simplement ça. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on se mette bien d'accord. Demain, qu'est-ce qu'on fait pour les retraites? Demain, qu'est-ce qu'on fait pour la protection sociale? Demain, qu'est-ce qu'on fait pour la lutte contre justement, le terrorisme? si vous évoluez vers la participation des centristes de l'UDI à cette primaire, vous allez refaire un congrès? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il faut bien que vous demandiez votre avis, leur avis à vos militants? Bien sûr, c'est un parti démocratique. On les a consultés dimanche dernier. Il y en a 41% qui ont répondu à l'appel uniquement. Il y en a non, 41% de votants. C'est déjà ça. C'est pas beaucoup. Il y a 41%, vous êtes 23 000, hein, c'est ça, 23 000 adhérents. Absolument. Il y en a 41%, ça fait 9 000 et quelques, j'ai fait le calcul hier, je vois que vous comptez très bien. Mais vous savez, dimanche dernier, il y a 3 députés qui ont été élus avec 23% de participation. Vous avez vu le pourcentage de votants lorsqu'il s'agit de choisir les responsables syndicaux. Donc, c'est comme ça. Vous allez refaire un congrès. On ne sera peut-être pas un congrès, en tout cas on fera un conseil national. Il y aura un moment officiel, un moment fort où les militants seront à nouveau consultés. Et d'ici là, eh bien, notre projet, sur lequel nous travaillons depuis de longues semaines, et je peux vous dire qu'avec le groupe, on a, je pense, un certain nombre de thèmes sur lesquels nous sommes extrêmement précis, audacieux pour la suite, eh bien, ce projet, nous allons le finaliser. Et ce projet,
il se retrouvera dans un candidat républicain ou un centriste, on ne sait pas, si jamais il y a un candidat centriste qui va dans ses primaires, une fois que nous aurons décidé dans les primaires, et il sera porté pour la présidentielle. Parce que la présidentielle, n'oubliez jamais qu'au-delà des partis politiques, c'est un homme et une femme qui va à la rencontre du peuple. Et ça, nous avons un certain nombre de messages à faire passer, d'idées fortes, et ces idées fortes, nous les porterons, et je vous assure qu'elles seront entendues. Dites-moi, rapidement, excusez-moi, parce que je vois que l'heure tourne. Tout à l'heure, je vous ai demandé, vous êtes aussi en discussion avec Nicolas Sarkozy, qui est le patron des Républicains ? Mais on doit rencontrer l'ensemble de celles et ceux qui sont candidats à la primaire. Pas simplement Nicolas question, Sarkozy, premier pôle. François Bayrou, il fait une interview aujourd'hui dans Paris Match. Et ben voilà, il veut que le centre se rassemble. On imagine qu'il aimerait bien que ça se rassemble sous son égide. Enfin, oui ? J'ai déjà dit oui il y a plusieurs semaines. Je vais vous dire une chose très simple. Moi, je souhaite qu'il y ait un seul groupe à l'Assemblée nationale de l'ensemble des centristes, comme ça existe d'ailleurs au Sénat, de l'UDI, du MoDem, et puis certains amis républicains qui se sentiront mieux avec nous, et puis si des hommes et des femmes sociodémocrates, style Emmanuel Macron ou d'autres veulent nous rejoindre, oui, le centre fort. Vous voyez, 2017, ça va être une étape... Emmanuel Macron veut vous rejoindre, on compte sur vous pour nous le dire, hein. On veut le scoop. Mais je lui ai déjà dit qu'il serait tout à fait le bienvenu dans une force centrale. Qu'est-ce qu'il vous a répondu ? C'est ça qui nous intéresse. Écoutez, il est en train de faire un micro-parti politique. Si j'ai bien compris, moi je vais vous dire simplement une chose. Cette France, elle a besoin, vous voyez, c'est comme sur le terrorisme. Elle a besoin que, c'était un peu Giscard qui avait dit cela à l'époque de 2 Français sur 3. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels les fractures droite-gauche n'existent plus. Il y a tous ceux qui sont les archaïques de chaque côté, et puis il y a tous ceux qui sont pour le progrès et la modernité. Eh bien, nous avons vocation, à l'UDI, à être ceux qui, autour de nous, que ce soit une force centrale qui se constitue. Comptez sur moi pour mettre tout mon engagement et tout mon poids dans la bataille. Merci infiniment, monsieur, d'avoir été notre invité. Philippe Vigier, donc député de la 4e circonscription d'Eure-et-Loir et chef des députés UDI. Quant à vous, Nadège, eh bien, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci.